Super! OK, alors le webinaire est diffusé simultanément sur Facebook. Je vais juste le mettre sur mon téléphone, comme ça je vais pouvoir voir les commentaires aussi en même temps. Génial! Très contente d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des relations saines, des relations toxiques. Je pense que c'est pas évident pour tout le monde nécessairement ce qu'est une relation toxique et ce qu'est une relation saine. Quand en fait, quand on a toujours eu un même modèle sous les yeux, que ce soit le modèle familial ou qu'on a toujours vécu le même type de relation de couple, on ne sait pas toujours si ce qu'on vit est normal, si c'est la réalité. Il n'y a pas toujours de modèle positif autour de nous. Alors, je pense que ça vaut la peine de faire le tour de la question. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc, bonjour tout le monde. Bonsoir Sissi, bonsoir. Je vois pas les noms de tout le monde, mais bon. Je continue. Juste avant de commencer aussi, peut-être me présenter. Je suis Marie-Soleil Cordeau, coach en réussite amoureuse. Ce que je fais dans la vie, c'est que j'accompagne des femmes qui sont prises dans un schéma de relation amoureuse, dans un schéma d'échec amoureux, de relations toxiques. Donc, je les aide à sortir de l'échec amoureux. Je les aide à se construire comme personne, à découvrir la femme de qualité qui est en elle pour qu'elle puisse, bien sûr, pouvoir vivre une relation épanouissante, solide, durable. Un petit mot peut-être sur comment j'en suis arrivée là. Ça fait maintenant 7-8 ans que je fais ça. J'ai choisi, en fait, j'ai choisi de faire ça parce que, bon, si tu me connais un peu, tu sais que j'ai galéré au plan amoureux, particulièrement dans la vingtaine, où ça a été difficile pour moi. Donc, c'est un domaine que je connais bien et comme j'ai réussi à me sortir de ça et à m'épanouir et à vivre une relation amoureuse épanouissante, ben, j'ai eu envie de le partager avec d'autres femmes, de partager un peu ma recette, ma méthode, le chemin que j'ai suivi. Donc, voilà, ben, ça fait un petit résumé. Je vais voir sur Facebook s'il y a des commentaires. Non. OK, c'est bon. Super. Oups. Attendez, là, je me suis mis du son. Là, ça marche pas. Ça marche pas. Oups. Je vais voir sur Facebook s'il y a des commentaires. Bon, comment j'enlève mon son? Super. Oups. Attendez, là, je me suis mis du son. Là, ça marche pas. Ça marche pas. Attends, je vais enlever le volume. Voilà, c'est simple. OK. Excellent. Alors, on va commencer sans plus tarder sur ce que c'est qu'une relation toxique. Donc, comment on reconnaît une relation toxique? Et il y a plusieurs degrés de toxicité là, dans une relation. Donc, je veux dire, ça peut être très, très, très toxique, genre tu es en couple avec un pervers narcissique ou quelqu'un qui abuse de toi. Mais aujourd'hui, je vais pas nécessairement aller dans cet extrême-là, quoique tout ce que je vais dire, si c'est ce que tu vis, va te sonner de bonnes cloches. Mais ça peut être plus subtil aussi. Mais une chose est certaine, dans une relation toxique, il y a de la souffrance. Et probablement que tu ne te sens pas épanoui si tu es prise dans une relation toxique. Donc, si
tu ne te sens pas épanoui là, à l'intérieur de toi, si tu ne te sens pas bien, déjà là, c'est un indice que tu n'es probablement pas dans la bonne relation, que c'est probablement une relation toxique. Donc, il y a plein d'indices. On va les regarder ensemble. Le premier, tu manques de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, tu aurais besoin de prendre des moments pour toi et l'autre te laisse pas de place pour ça. L'autre te fait des crises. Tout d'un coup, se sent plus aimé parce que tu veux passer du temps seul. Tu sens qu'il ne peut pas vivre sans toi quand tu n'es pas là, quand tu sors, par exemple, avec des amis. Il va te texter toute la soirée ou il va t'appeler toute la soirée, mais tu ne seras pas tranquille. Et c'est quelqu'un aussi qui va t'étouffer. Donc, donc, ça revient à la liberté, hein? Tu ne te sentiras pas libre dans cette relation-là. Et je vois ici là, qu'il y a quelqu'un qui dit quelle très bonne idée de nous retrouver autour de ce thème pour une Saint-Valentin. Effectivement, j'aurais dû commencer en vous souhaitant une bonne Saint-Valentin, puis en vous félicitant d'être ici, parce que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous voulez un changement dans votre vie amoureuse, vous vous dites qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche. Donc, je vous félicite d'être ici. Je trouve que c'est un beau cadeau de Saint-Valentin. OK. Donc, le manque de liberté, premier critère. Deuxième critère, c'est le contrôle. Et ça, le contrôle, ça peut être subtil. Alors, le contrôle, comment ça peut se manifester? Puis si jamais tu as des idées ou tu as des exemples, je t'encourage à les écrire dans le chat, comme ça, ça va enrichir, dans le fond, la discussion qu'on a aujourd'hui ensemble. Donc, le contrôle. Bon, ça peut être tout simple qu'au niveau des vêtements. Hein, quelqu'un qui surveille comment tu t'habilles, qui te fait des commentaires par rapport à ça, qui voudrait que tu mettes plus tel type de vêtements versus tel autre type de vêtements. Donc, il y a ça. Au niveau de l'apparence aussi, quelqu'un je sais pas moi, qui veut absolument que tu perdes du poids, qui met beaucoup d'emphase là-dessus. Aussi, au niveau, je m'excuse, oui, j'ai attrapé un petit rhume qui est sur la fin, mais j'ai la gorge un peu plus sec. Donc, au niveau des sorties aussi, est-ce que dans ta relation, tu te sens libre de faire les sorties que tu veux? Est-ce que tu as des comptes à rendre? Puis là, quand je parle de comptes à rendre, je parle pas de communication normale là, entre conjoints. Là. C'est bien sûr que c'est normal de dire à l'autre, hey, ce soir, je vais être en retard pour le souper ou je serai pas là ou j'ai une activité. Mais de sentir que tu dois rendre des comptes, il y a comme une coche de plus par rapport à ça. C'est quelqu'un aussi au niveau du contrôle, ça peut être de sentir que l'autre veut te changer. Donc, il n'aime pas des aspects de toi. On a parlé de l'apparence des vêtements, mais ça peut aussi être par rapport à qui tu es. Au niveau des amis également, quelqu'un qui fait constamment des commentaires sur tes amis, des commentaires négatifs, on s'entend, qui veut pas que tu les vois trop souvent, qui va te peindre peut-être même, tu sais,
dans un aspect un peu plus extrême, un portrait tellement négatif de tes amis que ça va en venir en fait à t'isoler de tes amis parce que tu vas sentir l'animosité entre les deux, donc entre ton conjoint, entre tes amis probablement aimeront pas, elles doivent pas aimer ton amoureux, donc ça t'isole. Donc, tout ça, c'est des façons, des manifestations du contrôle. Je regarde, qu'est-ce que vous m'avez écrit? OK, c'est bon. Donc, puis sur Facebook, c'est bon toujours aussi. Oui, je vois pas de commentaires. Super. On continue. Prochain critère, prochain indice d'une relation toxique. Tu sens pas que tu es dans une relation avec quelqu'un qui va favoriser ton épanouissement. Quelqu'un qui, justement, tu sais, t'encourage à rayonner, à être grande, à briller, mais l'autre cherche plutôt à te garder petite, va aussi éteindre tes rêves. Et quelqu'un qui dit, lorsque quelqu'un te renvoie une image négative de toi, exactement, te dit, ben voyons donc, t'es pas capable de faire ça. Donc, t'encourages pas, veut te garder petite parce que, je veux dire, il y a des peurs derrière ça. C'est une façon bien maladroite de ne pas te perdre. Hein? C'est probablement quelqu'un qui a peur de l'abandon, qui a peur du rejet, puis d'agir comme ça. Ben, permet de garder une emprise sur toi, puis d'éviter que tu le quittes. Et ensuite, le manque de respect. Et ça, c'est souvent flagrant. On le voit bien dans les relations, chez les autres en fait, mais on ne le voit pas toujours dans sa propre relation. Donc, est-ce qu'il y a du respect entre vous ou pas toujours ou pas du tout? Parfois, ça arrive, là, ça peut arriver de manquer, d'avoir des petits manques de respect. L'idée, c'est de s'en rendre compte, de s'excuser, puis de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, là. Je veux dire, personne n'est parfait, mais est-ce que c'est systématique au niveau des manques de respect? Mais c'est un autre signe d'une relation toxique. Ensuite, la dévalorisation, le dénigrement, ça revient à ce qu'on a dit au niveau du manque de respect, au niveau de l'autre qui favorise pas ton épanouissement, mais le dénigrement, la critique systématique, bien, c'est un signe qu'il y a un problème dans la relation, ça c'est certain. Alors, et le problème des critiques répétées, c'est que ça atteint l'estime de soi. Et si tu es dans une relation toxique présentement, ton estime de toi est probablement pas très bonne et tu es avec quelqu'un qui, chaque jour, la picosse un peu plus, là. Donc, la détruit davantage par ses critiques. Et comme c'est ton amoureux, ben là, c'est quelqu'un qui a une autorité à tes yeux. Là. C'est quelqu'un d'important. Quand je dis autorité, bon, le terme est peut-être mal choisi, mais je veux dire, c'est quelqu'un de crédible à tes yeux. C'est ça que je veux dire. Là. Quelqu'un, quand il dit quelque chose, ben tu le prends pour vrai. Ensuite, c'est quelqu'un aussi dans la relation toxique qui va rechercher à satisfaire son propre intérêt d'abord. C'est lui avant tout, c'est la satisfaction de ses besoins d'abord et avant tout. C'est pour ça qu'il est en relation. Il ne sait pas nécessairement, là.
On s'entend que ça se joue dans l'inconscient, mais c'est quelqu'un qui est là pour prendre. C'est pas quelqu'un qui est là pour donner. Ou quand il donne, c'est pour recevoir. Alors, comment ça peut concrètement, là, comment ça peut se voir, là? Moi, il y a deux schémas là, que je trouve qu'on voit souvent en relation. C'est le schéma mère-poule, petit roi, où il y a justement la mère-poule, c'est celle ou celui, là, parce que c'est pas nécessairement, ça peut être père-poule, petite reine ou petite princesse, on pourrait le dire comme ça. Donc, où je m'en allais avec ça, ou c'est ça, il y a un des deux conjoints qui prend soin de l'autre et l'autre est comme un peu un enfant, est là pour prendre, veut qu'on s'occupe de lui, veut avoir l'attention, veut être au premier plan tout le temps. Et quand la mère poule essaie de prendre sa place ou ça passe pas, là. Donc, ça, c'est un schéma qu'on voit souvent. Et évidemment, il y a le schéma là, du sauveur et de la victime, où la victime ou la... Puis là, quand je parle de victime, hein, ça peut être une personne qui est malade, ça peut être une personne qui est en dépression, qui va pas bien. Et là, la personne qui joue le rôle du sauveur veut s'occuper de la personne qui va pas bien, donc va donner beaucoup de soins pour aider l'autre. Et l'autre va prendre tout ça, mais une fois que la personne qui n'allait pas bien est guérie, il y a de bonnes chances qu'il n'y ait plus besoin de son sauveur. Donc, encore là, on est dans un schéma toxique où il y en a un qui donne, il y en a un qui prend. Est-ce que vous me suivez toujours? Je me mouche un instant. Je vais enlever le son, j'ai enlevé la vidéo. Je reviens. OK, c'est fait. Ensuite, le pouvoir au sein de la relation. Est-ce que vous avez l'impression que votre conjoint exerce un certain pouvoir ou s'attribue une forme de pouvoir? Et ce pouvoir-là, il peut se manifester à travers des choses dont on a déjà discuté, hein, notamment au niveau du contrôle, du manque de liberté, de la dévalorisation. Ça peut être quelqu'un qui justement, à chaque fois que vous dites quelque chose, que vous proposez une idée, qui vous dit tout le temps que vous êtes dans le tort, que c'est pas bon votre idée, c'est une façon aussi d'exercer un pouvoir. D'autres façons dont on peut exercer un pouvoir dans le couple, ça peut être, zut, là j'ai perdu mon idée. Attendez, ça va me revenir. Là, je parlais du pouvoir dans le couple. Bon, là, ça me vient pas, mais je vais lâcher prise et là, ça va revenir. Donc, le pouvoir, ah oui, c'est ça que je voulais dire, hein, je savais, dès qu'on lâche prise, la magie opère. Donc, est-ce que c'est quelqu'un, au niveau de la relation de pouvoir, hein, qui contrôle les moments que vous passez ensemble? C'est lui qui a le gros bout du bâton par rapport à ça. Hein? C'est en fonction de ses horaires à lui, de sa disponibilité, de son bon vouloir. Alors, il y a ça. Puis aussi, la relation de pouvoir, ça peut être, bien sûr, hein, au niveau de l'égalité. Il y en a un qui est supérieur à l'autre. L'autre
bon, s'il y en a qui est supérieur, l'autre est inférieur. Donc, il y a ça aussi. Ça peut être subtil, mais c'est un autre signe d'une relation toxique. Ensuite, la manipulation. La manipulation, c'est fascinant parce qu'on en fait, on en fait tous. Mais en fait tous à des degrés divers, bien sûr, là. Donc, c'est intéressant de s'observer par rapport à ça, mais par contre, il y a des gens qui ont une plus grande, disons, qui font une plus grande utilisation de la manipulation parce que on est des êtres humains. Hein? Quand on essaie quelque chose puis que ça fonctionne, ben on va le refaire, on va devenir, puis on va devenir très, très bon là-dedans. C'est pas nécessairement sain. Mais la manipulation, c'est d'amener quelqu'un à faire ce qu'on souhaite, d'avoir la réponse hein, qu'on veut avoir en utilisant, par exemple, la culpabilité, de culpabiliser l'autre, justement d'embrouiller l'autre, de remettre l'autre en question par des arguments, tu sais, de quelqu'un qui veut absolument avoir raison, donc qui va démolir les arguments de l'autre à répétition, mais c'est une des techniques de manipulation. Les mensonges aussi. Dans une relation toxique, habituellement, on voit des mensonges. L'autre n'est pas honnête, n'est pas totalement franc ou va cacher une partie de la vérité. Et cacher une partie de la vérité, c'est une forme de contrôle aussi. Et il pourrait aussi y avoir des menaces dans une relation toxique. Et là, quand je parle de menaces, ça fait comme « Oh! Des menaces! » Mais juste la menace de « Je vais te quitter ». Ça, c'est une menace qui revient souvent et ben, particulièrement dans une relation toxique, mais même, je dirais, dans une relation normale, là, bon, normale entre... Ben, OK, je vais le dire, dans une relation saine aussi, c'est le genre de menace qui pourrait arriver, ce type de menace-là pourrait arriver. Ben là, si telle chose ne change pas, je te quitte. Mais c'est quelque chose, je le dis, là, qui n'est pas à faire. C'est quelque chose qui mine beaucoup la confiance entre les deux partenaires. Parce que quand tu es dans une relation, tu as toujours, en fait, cette épée de Damoclès-là au-dessus de toi, ben, tu peux pas être vraiment toi. Je dis que ça peut arriver dans une relation saine parce qu'on est des êtres humains. Des fois, on est à bout, on n'en peut plus, puis on va proférer on va dire des paroles qui vont dépasser notre pensée parce que là, on ne sait plus comment faire pour s'en sortir ou pour que les choses changent. Ça peut arriver. On est des êtres humains. Mais sachez que si vous avez trouvé comment je pourrais dire, vous êtes dans une belle relation d'amour sincère, ben, il faut jamais utiliser cette menace-là de quitter la relation parce que ça cause beaucoup de dommages sur le couple, à moins d'être vraiment sûr que vous voulez aller vers ça. Là. Si vous êtes sûr de votre idée, regarde, là, c'est ça où je m'en vais, mais que vous êtes solide dans votre décision, c'est correct. Mais il n'y aura pas de revenez-y après. En tout cas, c'était une parenthèse, là. Je veux pas vous perdre non plus. Mais justement, sachez que s'il y a des menaces à répétition de ce type-là, on est du côté toxique. Ensuite, la victimisation, la culpabilisation. J'en ai parlé déjà par rapport à la manipulation, mais est-ce que vous êtes est-ce que vous vivez beaucoup
de culpabilité dans cette relation-là. Et je ne parle pas de la culpabilité que vous pouvez vous infliger vous-même, là. Parce que, encore une fois, on est des êtres humains et on n'a souvent pas besoin de personne pour se sentir coupable. Par contre, ça peut arriver que dans les discussions avec l'autre ou que les réactions de l'autre nous amènent dans la culpabilité et nous fassent ensuite réagir en fonction de cette culpabilité-là dont on veut absolument se défaire. Okay. Et au niveau de la victimisation, ben c'est un peu l'autre pendant de la culpabilité. Quand il y en a un qui se victimise, ben, l'autre va habituellement se sentir coupable. Donc, ça aussi, c'est un schéma toxique. Un autre schéma toxique, c'est la fusion dans le couple. Quand on rencontre quelqu'un, puis que là, tout d'un coup, là, on ne peut plus vivre sans lui, qu'on est toujours collé, qu'on passe 24 heures sur 24, hein, une relation fusionnelle, qu'il n'y a plus rien qui existe à part cette petite bulle-là, ça, c'est toxique. Une belle relation d'amour profond, sincère, une relation saine, ça se fait pas dans la fusion, puis on va le voir tout à l'heure. Alors, si tu es dans une relation où 1 + 1 égale 1, donc toi plus ton partenaire, vous faites 1. Si tu as l'impression que ton amoureux, c'est à moitié, ça peut être un autre indice que tu es dans une relation toxique. En principe, ce qu'on dit, c'est qu'une relation saine, c'est 1 + 1 égale 3. Donc, 2 individus plus la relation qui est une entité entre elles. Donc, ça fait 3. C'est une façon une autre façon de l'exprimer, mais déjà, à 1 + 1 égale 2, on est bon aussi, là. C'est un résultat mathématique convenable. Un autre aspect de la relation toxique, et tu l'as probablement déjà vécu, tu peux me le confirmer, effectivement, c'est les ruptures multiples. Hein, je parlais tantôt de menacer de la rupture, mais une relation toxique, quand il y a beaucoup de ruptures, on se laisse, mais là, on s'aperçoit qu'on n'est pas capable de vivre l'un sans l'autre, on s'ennuie trop, on n'est pas bien tout seul, on revient. Et le même schéma recommence. Je m'excuse. Et le même schéma recommence. Donc, il y a quelqu'un ici qui dit que, oh aïe aïe, qu'est-ce que ça me parle? Et c'est pas surprenant. En fait, je suis pas surprise maintenant, après 8 ans, quand quelqu'un me dit, ben, on a rompu, repris, tu sais, à peu près 8 fois. Ça peut être des gros chiffres comme ça. Mais déjà, moi, je pense qu'une relation où arrive une rupture, il y a un problème. Il y a un gros problème. Et si on se remet ensemble sans avoir réglé ces problèmes-là, ça va éventuellement redéboucher vers une autre rupture. Alors, voilà, ça fait pas mal le tour des différents critères d'une relation toxique. Une relation qui était saine à la base peut devenir toxique aussi. Peut devenir toxique dans la mesure où les partenaires évoluent,
Parce que quand ça fait, je sais pas moi, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on est avec quelqu'un, je veux dire, c'est pas vrai qu'on est la même personne qu'il y a 20 ans. On évolue comme individu et ça se peut qu'on soit plus bien dans cette relation-là ou ça se peut que des situations de vie arrivent où là, je sais pas moi, ça pourrait être, je donne un exemple au niveau du travail, arrive, je sais pas moi, une promotion qui demanderait à un des partenaires de travailler beaucoup plus, d'être moins présent, et là, ça va avoir un impact sur le couple. Jusque-là, c'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est quand on n'est pas capable de bien communiquer et qu'on se met à être insatisfaite, à communiquer notre insatisfaction, ne pas être entendu de l'autre, ou en tout cas de ne pas trouver de solution. Et plus on est insatisfaite, plus on se met à chialer, puis à passer des petits commentaires à l'autre en se disant il va peut-être comprendre là, qu'il faut qu'il change quelque chose. Donc, la relation peut devenir toxique aussi de cette façon-là quand les partenaires sont pas capables de bien communiquer ou quand la relation est rendue au bout aussi. Ça arrive, ça, également. Donc, c'est pas parce que la relation, vous l'aviez jugée comme saine au départ, qu'elle va le rester toujours. J'ai une question ici. Est-ce qu'une relation qui a été toxique peut devenir saine? Oui, peut devenir saine lorsque on se retrouve des années après. Je pense que oui, dans la mesure où les deux ont fait des cheminements, ont fait du développement personnel, ont guéri leurs blessures, leurs manques. Oui, c'est possible. C'est possible, mais pour ça, ça prend une vraie transformation des deux partenaires. Et l'autre chose que je veux mentionner par rapport aux relations toxiques, c'est que tout ce que j'ai dit que l'autre pouvait faire de toxique, tu auras compris que toi aussi, tu peux le faire. Hein? Puis, c'est même possible que vous jouez au ping-pong dans la relation par rapport à ça. Là, il y a de fortes chances que tous les deux, vous ayez des comportements toxiques. Alors, c'est pas que l'apanage des hommes d'être des personnes toxiques, les femmes aussi. Et deux personnes toxiques ensemble, ça se peut aussi. Et habituellement, c'est souvent le cas. Et là, tu sais, quand je dis deux personnes toxiques, ça sonne mauvais, hein? Ça sonne méchant, mais ce que je veux dire, deux personnes toxiques, disons, deux personnes qui, euh, en fait, qui utilisent pas, utiliser, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui sont pas moi, je vais le dire comme ça, qui sont pas en relation pour les bonnes raisons. Par exemple, quand on arrive à l'âge adulte avec plein de manques affectifs à l'intérieur de nous qui n'ont pas été comblés dans l'enfance. Donc, on arrive à l'âge adulte, puis là, ça peut être des manques, un manque d'amour, un manque de reconnaissance, d'importance, donc un manque d'estime de soi, tout ça. Et là, on arrive à l'âge adulte avec ça et on cherche à aller combler ces manques-là par la relation amoureuse, bien forcément, ça va nous amener dans une relation toxique. Forcément. Là, on parle de relations toxiques, mais on pourrait aussi parler de relations de dépendance, hein, dans laquelle chacun s'entretient dans ses manques. Chacun est là pour combler ses manques. Une personne qui va donner beaucoup le fait pas nécessairement par
bonté de cœur. On peut donner beaucoup dans le but inconscient de se dire, ben là, si je donne, il va s'apercevoir que je vaux, tu sais, que j'ai de la valeur, que je suis une bonne personne, il va m'aimer plus, il ne voudra jamais me quitter. C'est pas des pensées nécessairement très conscientes, mais ça reste que on n'est pas en relation pour les bonnes raisons. Et c'est dommage, je veux dire, il n'y a pas d'éducation à la relation amoureuse qu'on reçoit dans l'enfance et on se fait toute une idée de ce que c'est la relation amoureuse, alors que c'est pas vraiment ça. Parce que quand on s'entretient dans nos dépendances, quand on est là pour combler des manques, pour combler des besoins, on n'est pas dans le partage. On n'est pas dans le partage de qui on est, de l'amour qu'on a à l'intérieur de nous, de l'amour qu'on a pour nous et qu'on a comme tellement en abondance qu'on veut la partager. On est souvent en relation à partir du manque d'amour qu'on traîne parfois depuis l'enfance, mais du manque d'amour qu'on a envers nous-mêmes et qu'on cherche à combler dans le regard de quelqu'un. Bon. Alors, qu'est-ce que vous me dites? OK. Donc, voilà. Puis, je veux dire, on pourrait en parler longtemps. Là, on pourrait être ici toute la journée ou toute la soirée, tout dépendant. Vous êtes où dans le monde, là? Mais je pourrais en dire beaucoup sur le sujet. Mais si on regarde, si on résume juste au niveau de la relation toxique, manque de liberté, le contrôle, c'est une relation qui ne favorise pas l'épanouissement, manque de respect, dévalorisation, dénigrement, critique. L'autre recherche son propre intérêt d'abord. C'est une relation ça peut être une relation de pouvoir, il peut y avoir manipulation, mensonge, menace, de la victimisation, de la culpabilisation. Ça peut être une relation fusionnelle et avec des ruptures multiples. Voilà. Je pense que ça fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la relation toxique, là, par rapport à ce qu'on vient d'aborder? Il va y avoir une période de questions tout à l'heure pour les questions d'ordre plus général, mais juste par rapport au contenu là, que je viens de partager avec vous, est-ce qu'il y a des questions? Je vais aller voir. Il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que c'est possible d'avoir dans une même relation les deux schémas, mère poule, enfant roi, victime, sauveur? Oui, ça se peut. Ça se peut tout à fait. C'est deux schémas qui peuvent être qui sont très compatibles. La mère poule, en fait, le sauveur, j'appelle ça moi une mère poule extrême. Fait que oui, les deux se retrouvent. C'est pas l'un ou l'autre. Et il peut y avoir aussi, bien sûr, de multiples variations et déclinaisons. Si on vit une relation toxique, la seule solution est donc de se séparer, au moins provisoirement. En tout cas, si ça ne mène pas vers une séparation, il faut que les deux amoureux, les deux partenaires soient sur la même longueur d'onde puis fassent comme, hey, on a un problème, mais on s'aime puis on veut le régler puis on va tout faire chacun de notre côté pour le régler. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Souvent, là,
ce qui se passe plutôt dans les relations, c'est que on refuse de voir notre propre part de responsabilité. On accuse l'autre. C'est l'autre qui a le problème. Ce qui fait souvent que le cheminement, le travail sur soi qui est fait, il est déséquilibré. Mais tout se peut, tout est possible, mais ça prend vraiment, il faut vraiment que les deux soient à fond là-dedans. Et si vous êtes dans une relation toxique, je dirais que faudrait que vous soyez tous les deux vraiment très éveillés pour aller travailler. Parce que souvent, là, ce qui amène à des comportements toxiques, puis des comportements toxiques assez extrêmes, c'est une grande souffrance à l'intérieur. C'est une façon de vivre avec cette souffrance-là, en fait, de s'en protéger, de ne pas la ressentir. Ça peut être quelqu'un, justement, cette souffrance-là peut être causée par de grandes peurs. Et tous ces comportements-là viennent de là. Mais il y a des gens qui voudront jamais ouvrir cette boîte de Pandore, aller voir à l'intérieur cette souffrance-là parce que je veux dire, c'est trop gros. Puis je le vois chez les femmes aussi. Là, j'ai des clientes qui trouvent ça très difficile de se confronter à la souffrance qu'elles portent en elles. C'est pas tout le monde qui est capable de faire face à ça. Non plus. Alors, c'est pour ça que souvent, en fait, que c'est rare que les deux partenaires qui sont dans une relation toxique vont être éveillés et vont vouloir les deux, tout autant l'un que l'autre, de travailler sur eux. OK. La passion mène-t-elle forcément à une relation toxique? La passion, c'est une forme de relation toxique. La passion, c'est que c'est pas une relation d'amour véritable, c'est une relation qui est basée beaucoup sur les apparences, sur la façade. Encore là, c'est généré par des manques qui sont comblés par cette relation passionnelle. Et si les partenaires n'ont pas suffisamment en commun, au bout d'un certain temps, ben, ces différences-là émergent et la relation ne peut pas survivre parce que les partenaires sont trop différents. Comment dépasser une relation toxique dans le couple, en prendre conscience à deux ou améliorer son couple? Ben, j'en ai parler un petit peu. Comment en prendre conscience? Ben déjà, Véronique, avec les différents critères que j'ai donnés aujourd'hui, ben tu peux déjà, toi, analyser ton couple par rapport à ça, faire des constats, puis si, par chance, vous avez une bonne communication, les deux ensemble, puis que vous êtes capable d'en parler, génial. Ensuite, Hélène, est-ce qu'il faut rouvrir la page d'une relation toxique pour réparer et pour retrouver une sérénité? Je ne suis pas certaine, Hélène, de comprendre la question. Qu'est-ce que ça veut dire rouvrir la page? Patricia demande pourquoi tombe-t-on toujours sur le même profil de relation toxique? La relation dite normale est tiède, faut croire. C'est une bonne question. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme un aimant, là. Les manques affectifs que tu portes à l'intérieur de toi, ben, l'homme, je veux dire, il y a un homme qui correspond à ça et que tu attires naturellement comme un aimant. Donc, par exemple, si tu as peur d'être abandonné,
il y a de bonnes chances que tu tombes souvent sur des hommes qui ont peur de s'engager. Ça, c'est comme une attirance, c'est comme une attirance naturelle. C'est un schéma qui est reproduit possiblement de l'enfance. Donc, et on attire aussi ce que l'on est. Alors, si on manque d'amour envers soi, on va attirer quelqu'un qui va manquer d'amour envers nous. Si on n'a une pas bonne estime de nous, on va attirer quelqu'un probablement aussi avec une pas bonne estime, mais peut-être quelqu'un qui va dénigrer pour remonter son estime. C'est pour ça que c'est tellement important de régler son passé, de guérir ses blessures, de faire un travail sur soi pour développer l'amour de soi, pour apprendre à combler ses manques, ses besoins par soi-même, pour être pleine, pour attirer quelqu'un qui est plein aussi et ne plus se retrouver dans ces relations-là dysfonctionnelles, toxiques, on donne pour recevoir, puis dans lesquelles on est aussi très, très figé dans nos perceptions de ce qu'on devrait recevoir et de comment on devrait être aimé de l'autre, etc., etc. Okay, donc, Patricia dit que c'est en plein ça. Super. Est-ce également possible, puis c'est la dernière question que je vais prendre pour le moment, est-ce également possible d'être trop similaire? Est-ce qu'on peut être trop similaire? Ben oui, dans la mesure où on est trop similaire dans nos dysfonctionnements. Alors, trop, c'est trop. Mais je pense pas que si on est deux personnes saines, on peut être trop similaire. C'est ce que j'ai envie de répondre à ça. OK. Maintenant, on va regarder quelques bases d'une relation saine ensemble. Je vais partager mon écran. Voilà. Je veux juste être certaine. Oups. Oups. OK. Parfait. Je veux juste être certaine que vous voyez bien mon écran. Là, j'ai perdu ma petite fenêtre de converser. Ah, OK. Non, elle ne revient pas. Bon. Ah oui, elle est là. Bon. OK. Super. On continue. Donc, une relation saine, c'est une relation qui apporte un plus à votre vie. Je donne l'exemple du Sunday, mais je sais qu'en Europe, c'est plus, ici au Québec, on dit la cerise sur le Sunday. En France, vous dites plus la cerise sur le gâteau. OK? Même expression. En fait, expression qui veulent dire la même chose. Alors, la relation, ça va être un plus. Autrement dit, votre relation ne va pas être le gâteau ou le glaçage de votre gâteau, mais la cerise. Donc, le gâteau, il est bon. Je veux dire, s'il y a un glaçage dessus, tout ça, là, je veux dire, il est délicieux le gâteau. Là. La cerise, elle fait juste apporter le petit plus. Donc, c'est ça, une relation saine. Malheureusement, trop souvent, la relation est le gâteau.
où est la crème glacée puis le fudge du sundae et pas la cerise. On peut très bien vivre sans cerise. Mais quand la cerise est là, ça change tout. C'est le petit plus, la petite magie. Tu me suis? Donc, c'est une relation saine, c'est une relation que tu choisis parce qu'elle correspond à tes valeurs, à tes besoins, à ton projet de couple, etc. Puis quand je dis à tes besoins, ce que je veux dire, c'est que si toi, je sais pas, moi, dans ta relation, tu as besoin de passer du temps de qualité avec quelqu'un, tu as besoin que la personne elle soit disponible. Bon, je donne cet exemple-là. Bien, ça, c'en est un besoin. Alors, tu vas choisir quelqu'un qui correspond à ce que tu as à ce que tu as de besoin de vivre en couple. Donc, c'est une relation que tu choisis. C'est pas une relation qui va servir à combler un manque. Je n'ai parlé beaucoup là, des manques aujourd'hui. J'espère que vous allez repartir avec ça. Donc, elle ne sert pas à combler un manque affectif. Elle ne sert pas à combler ta solitude, un vide intérieur, un manque d'estime de toi. Tout ça, là, si tu veux vivre une vraie belle relation épanouissante, tout ça, là, manque affectif, solitude, vide intérieur, manque d'estime de toi, devrait tout être réglé. Ça devrait tout être comblé. Je dirais pas à la perfection, là, parce qu'on va pas se mettre la barre trop haute, mais avoir un bon niveau. Ensuite, dans une relation saine, tu te sens en sécurité. Tu n'es pas toujours en train de douter de l'amour de l'autre. Et là, je vais faire deux distinctions. Si tu as de l'amour pour toi, là, si tu éprouves un vrai amour pour toi, si tu as de la confiance, de l'estime de toi, déjà, tu vas beaucoup moins douter de l'amour de l'amour de l'autre. Mais tu pourrais être avec quelqu'un, hein? On l'a vu tantôt quand on parlait de la relation toxique, qui te fait pas sentir en sécurité, qui te fait pas sentir toujours aimé. Par exemple, je l'ai vu ça, puis c'est vraiment pas drôle quand ça arrive. Un homme qui flirte avec d'autres femmes sans arrêt. J'en ai des clientes qui ont été en couple avec des hommes comme ça. C'est très difficile à vivre. Mais le jour où tu développes de l'amour pour toi, des hommes comme ça, t'en laisses pas entrer dans ta vie. Fait que, hein, il y a ça aussi. Donc, la sécurité. Donc, t'es pas toujours en train de douter de l'amour de l'autre. T'as pas peur d'être blessé. Parce que ça aussi, ça génère de la souffrance dans une relation quand tu as peur constamment d'être blessé par l'autre. Donc, la sécurité aussi, c'est que tu sens que tu peux être toi-même, que tu peux t'exprimer librement tes opinions, tes commentaires, que tu n'as pas toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Bref, c'est une relation dans laquelle tu te sens totalement bien. Ensuite, c'est une relation dans laquelle il existe un véritable partage. C'est une relation dans laquelle tu vas recevoir autant que tu vas donner. Il y a vraiment un échange équitable à ce niveau-là. Et quand je parle d'échange équitable, là, c'est pas une relation où vous allez être en mode calcul, mais tu sens qu'il y a une fluidité à ce niveau-là, là. Tu sais, ça peut être une semaine, il y en a un qui donne plus, puis l'autre semaine, l'autre donne plus, mais au final, ça s'équilibre.
Donc, c'est pas une relation dans laquelle t'es celle qui va toujours faire les premiers pas ou t'es celle qui va toujours adapter son horaire à celui de l'autre. Tu sens que il y a un vrai désir de l'autre, là, que tous les deux, vous avez un vrai désir de passer du temps ensemble. Vous êtes aussi sur la même longueur d'onde en termes d'engagement. T'as pas peur dans une relation saine que l'autre prenne ses jambes à son cou parce que là, tu abordes le futur. Non, la communication est ouverte, elle est authentique. Et tu sens que l'autre est vraiment impliqué dans la relation. Ensuite, c'est une relation qui ne prend pas toute la place dans ta vie aussi. Ta vie de couple, c'est un aspect de ta vie. Parmi d'autres, c'est un aspect important. Je ne suis pas en train de dire nécessairement que chaque aspect de ta vie doit avoir la même importance. Comprends-moi bien. Mais c'est important que tu aies une vie riche, que tu aies une vie qui est développée, c'est ça, une vie dans laquelle toutes les sphères sont développées. Je vais tousser encore. Désolée. Donc, dans une relation saine, ta vie sociale est développée, ton partenaire t'encourage à faire des activités sans lui et vice-versa. Il n'y a pas de jalousie non plus. Et chacun, vous donnez de l'espace mutuellement pour une vie à l'extérieur du couple. Donc, tu as du temps seul, tu as du temps couple, tu as du temps famille, tu as du temps avec les amis. Ensuite, est-ce que c'est mon dernier? Non, c'est pas le dernier. Avant-dernier critère, la communication est ouverte et authentique. Donc, ce que ça veut dire, ça, puis l'image le représente très bien, c'est de pouvoir parler avec le cœur, c'est être écouté sans jugement, c'est d'être ensemble aussi pour croître et grandir. Donc, il y a une totale confiance à l'autre. On n'a pas peur d'être, tu sais, que l'autre se serve de ce qu'on dit pour nous blesser par la suite. On peut parler de tout. Ça, c'est une relation saine. Et le dernier critère, eh bien, si ce n'est pas assez évident, dites-moi-le. C'est le plus grand signe d'une relation saine. Je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui l'a dit dans le chat tantôt, hein? C'est le respect, le respect de l'autre, mais c'est le respect de soi d'abord. C'est le respect de qui tu es, c'est le respect de tes limites, des limites de l'autre aussi. Dans une relation saine, les partenaires éprouvent de la bienveillance l'un envers l'autre et vous allez vous encourager mutuellement à réussir aussi et à vous épanouir, bien sûr, réussir, s'épanouir. OK, je vais regarder maintenant. Bon, je vais arrêter mon petit partage d'écran parce que c'était ça. Je vais juste voir... qu'est-ce que vous me dites? On va, je vais faire la période de questions tantôt. Je vais juste faire un petit tour sur Facebook. J'essaye de voir. Ah, il y a Josie qui m'écrit. Coucou Marie-Soleil, première fois que je te vois live, je voulais te dire merci pour tout. Je suis heureuse grâce à toi. Ça me fait plaisir de l'entendre. Je suis très contente de savoir que tu es heureuse, Josie. Bon, puis je vois des petites questions. Fait que on va on va se faire une période de questions dans quelques minutes. Avant, bien sûr, je veux vous parler de mon programme Trouver l'amour durable. Est-ce qu'il y en a qui en ont jamais entendu parler encore ici? Je suis curieuse de le savoir parce que j'ai l'impression que depuis une semaine, j'en parle beaucoup, mais
les inscriptions finissent aujourd'hui. Alors, je veux en parler parce que c'est une belle opportunité de transformation. Je vais le présenter, puis après ça, on va passer aux questions. Donc, pour ça, je vais repartager mon écran. Alors, c'est quoi le programme Trouver l'amour durable? C'est ma méthode complète, étape par étape, qui est conçue pour te guider pas à pas dans le travail à faire sur toi pour manifester la femme de qualité qui est en toi. Puis, je vais te dire, c'est quoi pour moi une femme de qualité? C'est aussi dans le programme, tu vas découvrir le mode d'emploi à appliquer afin d'attirer et reconnaître le bon partenaire pour toi, de développer une vie amoureuse riche et épanouissante et bâtir une relation de couple solide et durable. C'est, à mon avis, la façon la plus efficace et rapide pour transformer ta vie amoureuse parce que, évidemment, c'est un programme que j'ai bien structuré étape par étape pour, dans le fond, essayer de prendre le plus court chemin pour te rendre là. Donc, c'est ce que je veux dans un premier temps, à travers le programme Trouver l'amour durable, c'est que tu ressentes dans toutes tes cellules à quel point tu es une femme de qualité. Donc, pour moi, la définition de la femme de qualité, c'est une femme bien dans sa peau, donc avec une bonne estime, une bonne confiance, une femme heureuse, sereine, épanouie, remplie de joie de vivre, une femme pleinement consciente de sa valeur, qui va se sentir l'égale de son compagnon, une femme qui prend soin d'elle à tous les niveaux et qui se traite comme sa priorité numéro 1, une femme qui affirme et respecte ses besoins et ses valeurs, une femme capable de faire les bons choix pour elle, une femme en contrôle de ses émotions, une femme authentique, une femme confiante et positive face à l'avenir. Et je ne sais pas si tu remarques là-dedans, mais il n'y a pas de une femme intéressante, cultivée, qui a de la conversation. Non. C'est pas un programme dans lequel je veux te changer. C'est un programme dans lequel je veux que tu t'acceptes tel que tu es et que tu aimes la belle personne que tu es et d'arriver à ça va faire en sorte que tu vas être cette femme-là que je décris ici. Parce que la femme de qualité attire un partenaire de qualité. Je l'ai dit plus tôt, qui se ressemble, s'assemble. Ça ne peut pas faire autrement. Donc, le programme va te permettre de croire et te faire confiance que tu vas attirer l'homme qui est fait pour toi, d'attirer un homme respectueux, qui t'aime pour qui tu es et qui te le fait sentir, de rencontrer un homme qui est prêt à s'engager et qui est capable de communiquer, de faire en sorte que ta prochaine relation soit enfin la bonne et sentir que ton couple se construit de manière harmonieuse, de vivre une relation dans laquelle il existe un véritable échange et dans laquelle les besoins de l'un et l'autre sont pris en considération, faire en sorte que plaisir et complicité fassent partie du quotidien de ton couple, te sentir sereine et confiante dans une relation dans laquelle tu auras des projets de couple. Donc, en détail, le programme, c'est d'abord une série de 8 vidéos de 60 minutes chacun. Donc, 8 modules en vidéo. Et là, je te le dis, le programme repose sur ton implication, ta capacité à te mettre en action. C'est toi qui vas faire toute la différence. Moi, je te donne le parcours, les outils, les exercices, tout ce que tu as besoin, mais après ça, il faut que tu t'impliques et que tu agisses. Moi, dans ces vidéos-là, je vais te guider à travers les 6 étapes du processus, puis je vais vraiment te donner tout ce que tu dois savoir pour réussir, les outils, les trucs, les conseils dont tu as besoin pour y arriver. C'est aussi, si tu le souhaites, si tu souhaites y participer, il y a aussi 8 webinaires interactifs de 90 minutes où là, on approfondit la matière, où je propose des exercices pour intégrer encore plus chacune des 6 étapes.
C'est aussi un moment où tu peux interagir avec moi, me poser tes questions. C'est aussi un moment où on regarde ton avancement, où également aussi, tu repars du webinaire avec un plan d'action clair pour jusqu'au prochain webinaire. Ça sert aussi à dépasser des obstacles. Et les webinaires, ben, tu peux interagir oralement avec moi ou par écrit selon ce que tu préfères. Il y a aussi des exercices à faire entre chaque webinaire. Il y a quelqu'un qui me disait, Marie-Soleil, des vidéos, je passe ma vie à en écouter. Là. Pourquoi je ferais un programme de vidéos? C'est comme encore plus de vidéos. Mais c'est parce que dans les vidéos que j'enregistre ou les vidéos que tu trouves sur YouTube, il n'y a pas toujours l'exercice qui permet d'approfondir, qui permet d'intégrer. Là, dans Trouver l'amour durable, il y a des exercices. Donc, c'est pas juste tu t'assois devant 8 heures de vidéo, là. Tu as des exercices à faire en fonction de ce qui est exprimé dans les vidéos. Et c'est ça qui va être transformateur. C'est là que la vraie transformation va s'opérer parce que tu vas mettre les mains dedans, si je puis dire, là. Évidemment, les webinaires sont enregistrés, donc tu peux les réécouter ou si tu ne peux pas être là, tu manques rien, là, tu peux les écouter au moment qui te convient. Tu as aussi accès à ma communauté virtuelle d'entraide qui est créée pour les participantes du programme. Ça, c'est un groupe privé sur Facebook. C'est une communauté magnifique, géniale. Et là, ça, c'est encore une coche de plus parce que tu peux partager tes difficultés, tes coups de mou, puis tu as plein de femmes qui sont passées par là, qui te répondent, qui t'encouragent, puis ben, les participantes aussi qui sont rendues au même point que toi dans le programme. Donc, c'est très riche parce que tout ensemble, moi et toutes les participantes, ça crée une richesse énorme en termes de conseils, de pistes de solutions, tout ça. Alors, vraiment, dans le programme, j'ai essayé de ne rien laisser au hasard parce que ce que je veux, c'est que tu obtiennes les résultats. C'est que, tu sais, quand tu t'inscris au programme, tu te dis, ah ben là, grâce à ce programme-là, je vais transformer ma vie amoureuse. Ben, je veux que ça arrive. Alors, en tout cas, j'ai essayé de tout mettre en œuvre pour que ça arrive. Puis, jusqu'à maintenant, les retours sont très positifs et ça fait quand même quelques années que le programme existe. Alors, j'en suis très contente. C'est quand les webinaires? Les webinaires live sont les lundis sur Internet. C'est à 19h heure française, 13h au Québec. Et comme je l'ai dit tantôt, si l'horaire n'est pas bon pour toi, c'est pas grave. Tu les regardes en différé. Puis si ça t'intéresse pas de les regarder en différé, parce que j'ai mis plusieurs façons d'apprendre, mais chacune a une façon préférée, ben à ce moment-là, ben c'est ça, ils sont disponibles, tu peux les écouter. Sinon, ben tu fais le programme, tu fais les exercices, puis c'est ça, tu utilises les outils qui te correspondent et qui te parlent. Maintenant, je vous ai parlé de 6 étapes. On va les revoir ensemble pour celles qui les connaissent pas. C'est quoi ces étapes-là? Donc, la première étape, c'est bien sûr de comprendre pourquoi tes relations fonctionnent pas. C'est quels sont tes schémas affectifs, ceux que tu gardes, ceux que tu reproduis plus, bref, hein, ceux dont il faut se défaire. C'est quoi ton mode de fonctionnement dans tes relations amoureuses, puis les erreurs à plus répéter. Quelles sont tes peurs et comment tes peurs sabotent la relation, trop souvent malheureusement, et comprendre pourquoi tu attires comme un aimant des hommes qui ne te conviennent pas. Il y a quelqu'un tantôt qui posait la question pourquoi j'ai l'impression que j'attire toujours la même sorte d'homme toxique. Ben là, j'ai donné une réponse rapide, mais là, tu vas plonger dedans et tu vas vraiment comprendre pourquoi en fonction de toi puis de ton histoire aussi. Étape 2, briser le cycle des échecs, développer de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements pour attirer une relation saine, te libérer des peurs d'être encore quitté et de souffrir de nouveau et apaiser ta crainte d'être seul pour toujours.
Démasquer et éliminer les pensées inconscientes qui t'empêchent d'attirer l'homme qui est fait pour toi. Combler ton vide intérieur. À l'étape 3, c'est développer et solidifier ta confiance en toi, découvrir celle que tu es vraiment, donc manifester la femme de qualité qui est en toi, bâtir une estime de toi-même forte et solide, découvrir tes besoins, apprendre à les exprimer, les affirmer, les combler. Ça va faire une grosse différence dans tes relations amoureuses. Ressentir au plus je m'excuse. Ressentir au plus profond de ton être que tu as tout ce qu'il faut pour attirer un partenaire de qualité et croire que tu peux être aimé pour qui tu es. Étape 4, reconnaître l'homme qui est fait pour toi. Alors, je ne sais pas si tu as vu à quel point il y a 3 étapes avant qui sont cruciales. On ne commence pas avec l'étape 4. Même si c'est probablement ce qui t'intéresse beaucoup, il y a toute une préparation, puis je veux m'assurer que les bases sont là, sont solides avant qu'on arrive là. Donc, découvrir le profil de l'homme qui est fait pour toi, où le chercher, reconnaître les signes d'une relation prometteuse, démasquer rapidement les hommes qui ne veulent pas s'engager et qui ne pourront pas te rendre heureuse et éviter de te laisser berner par la belle façade. Éviter les erreurs fréquentes en début de relation, puis développer une nouvelle relation sur de bonnes bases. À l'étape 5, c'est attirer et rencontrer l'homme qui est fait pour toi. Donc, apprendre à faire confiance de nouveau à un homme, utiliser le pouvoir de la pensée positive pour manifester une relation de couple riche, durable et épanouissante. On sait à quel point les pensées sont puissantes, donc on apprend dans le programme à bien les utiliser. Apprendre à être bien seule et rester confiante en attendant d'attirer l'homme qui est fait pour toi. Et garder la foi qu'il existe quelqu'un pour toi et qu'à la minute à laquelle tu commences à y croire, la vie met tout en place pour que cet homme croise ta route. Donc, on maximise les pouvoirs de la pensée positive, loi d'attraction, tout ça. Et à l'étape 6, on voit les secrets d'une relation durable. Donc, comment construire son nouveau couple de façon harmonieuse? C'est quoi les comportements gagnants en couple? Développer une communication fluide, ouverte et concilier ses besoins et ceux de l'autre. Alors, ça, c'est les étapes, les différentes étapes pour transformer ta vie amoureuse de A à Z. Et je voulais partager ce petit témoignage-là avec toi. Je ne sais pas si tu l'as vu précédemment, mais je veux quand même, je prends un moment parce qu'il m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est assez récent, comme tu peux voir. Mes fiançailles ont eu lieu ce samedi 10 février. Alors, Germaine me disait, je vous écris ce matin pour faire mon témoignage sur les résultats du programme Trouver l'amour durable que j'ai fait l'an passé avec vous. C'était tout simplement merveilleux. Ce programme a changé ma perception de ma personne et mes relations sur l'amitié et l'amour. J'ai appris à tomber amoureuse et aimer la personne la plus merveilleuse qui m'était donnée de connaître moi-même. J'ai appris à savoir dire non lorsque quelque chose ne découlait pas de ma responsabilité. J'ai appris à donner le meilleur à moi-même d'abord. J'ai appris que mon bonheur ne dépendait que de moi et de personne d'autre. Je me suis traitée avec tant de soins et d'amour, puis je n'ai plus eu aucune envie de demander quoi que ce soit à l'univers et même à Dieu. Je ne faisais que manifester de la gratitude. Et ce qui devait arriver arriva. Au moment où je m'y attendais le moins, j'ai rencontré quelqu'un. Nous sommes l'un pour l'autre des cerises sur des gâteaux déjà appétissants. Je n'avais jamais vécu cela, jamais vécu une relation avec 2 partenaires non dépendants affectifs. Ça change du tout au tout. Nous avons chacun nos vies, nos loisirs, nos centres d'intérêt personnels. Nous savons trouver la joie personnellement d'abord, puis ensemble ensuite. Oui, tu avais tout à fait raison. En me traitant comme une reine et plus comme une servante, je suis tombée sur un homme qui me traite comme telle. Marie-Soleil, mes fiançailles ont eu lieu ce samedi 10 février. J'ai mis tes cours en pratique. Voilà le résultat. Merci, merci et merci encore. Alors, Germaine Bonfin, Abidjan, Côte d'Ivoire. Et c'est une photo de sa robe de fiançailles. Je trouve qu'elle est très, très resplendissante. Alors, parlons
Puis ce témoignage-là, il m'est arrivé, tu sais, il est comme tombé du ciel dans le sens que je l'avais pas demandé. C'était une belle surprise pour moi dans mes courriels. Ça m'a fait vraiment plaisir. Hein, puis, tu as remarqué qu'elle utilise l'histoire de la cerise sur le gâteau parce que j'en parle souvent. J'en parle souvent dans le programme. Alors, combien coûte le programme? Alors, juste pour faire un petit portrait, 1 heure de coaching individuel avec moi depuis 2018, c'est maintenant 135 de l'heure, mais je travaille pas à l'heure, je travaille, on s'entend sur un nombre de rencontres au départ, donc ça coûte un minimum de 1500 travailler en individuel avec moi. Et l'autre chose, c'est que je fais de moins en moins d'individuels. Donc, mon horaire est très restreint et rempli là, plusieurs semaines d'avance, comme actuellement, je n'ai pas de place avant mars, avant fin mars, en fait. Donc, combien coûte le programme? On parle de 99 $ par mois pendant 4 mois, c'est environ 68 €. Si vous êtes au Québec ou au Canada, évidemment, il y a les taxes à payer, ce qui ne s'applique pas à l'international. Donc, pour une fraction du prix de ce que coûte l'individuel, tu as accès à toute ma méthode, à tous les outils que je donne à mes clientes en individuel. Et aussi, ben, il y a des petits bonus avec ça. Il y a la formation Se reconnecter à soi, qui est une technique puissante pour augmenter ton estime de toi, te faire davantage confiance, prendre des décisions qui sont justes pour toi et surtout, c'est une technique pour réconcilier ta tête et ton cœur qui sont parfois en désaccord. Quand ta tête dit non, il n'est pas bon pour toi, puis que le cœur dit oui, mais je veux quand même y aller, j'ai tellement besoin qu'on m'aime. Donc, comment marcher au diapason? Donc, j'ai fait un petit programme pas très long pour bien t'expliquer la technique que j'utilise. Ensuite, il y a la formation Apprendre à composer avec ses émotions négatives. Donc, comment ne plus être envahi par tes émotions, avoir une stabilité, puis pas être toujours en montagne russe. Ensuite, bien sûr, le guide du bon partenaire pour toi, un petit guide que je ne veux pas qu'il te quitte, qui quitte ta table de chevet, que tu puisses t'y référer souvent pour avoir des outils pour t'assurer qu'il s'agit de la bonne personne pour toi, les 12 signes d'une relation prometteuse, les signaux d'alarme dont tu dois absolument tenir compte et les 6 questions à te poser pour faire un choix éclairé. Il y a aussi un entretien vidéo avec la coach Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga et auteure du livre Le Yoga Rose, qui a fait une démarche avec moi, qui a travaillé avec moi et dans cet entretien-là d'1 heure, elle dévoile pourquoi on peut très bien réussir dans toutes les sphères de sa vie, sauf en amour, la clé qui lui manquait pour attirer le grand amour, pourquoi et comment elle a pris la décision de mettre fin à 2 relations avec des hommes qui répondaient à 90% et plus de ses critères essentiels et comment elle a attiré à elle l'homme à qui elle est fiancée et ça en moins de 6 mois. Donc, c'est vraiment un bel entretien. Et aussi, ben, le programme, moi, je suis tellement convaincue, fière de mon programme que tu peux faire les 2 premiers modules. En fait, tu as 30 jours pour faire les 2 premiers modules et si tu n'es pas satisfaite, je te rembourse. Je ne pose pas de questions. Alors, si tu as un petit doute, si tu dis « Hey, Marcelin, moi, je ne te connais pas, je ne sais pas si ce que tu fais, c'est bon. » Je te donne accès, va voir de toi-même, puis tu pourras dans 30 jours prendre ta décision. Je suis vraiment très, très à l'aise avec ça. Alors, voilà. Alors, si tu es prête à manifester la femme de qualité qui est en toi et attirer l'homme avec qui tu vas bâtir une relation de couple riche, solide et épanouissante, je te rappelle ce qu'inclut le programme, une série de 8 vidéos de 60 minutes, une série de 8 webinaires interactifs de 90 minutes,
une session de questions-réponses à la fin de chaque webinaire, des exercices à faire entre chaque webinaire, l'enregistrement de chaque webinaire, l'accès à ma communauté virtuelle d'entraide, le bonus de la formation se reconnecter à soi, le deuxième bonus, apprendre à gérer ses émotions, le troisième bonus, guide du bon partenaire pour soi, le bonus 4, entretien vidéo avec Maryse Lehoux, et c'est garanti totalement 30 jours. Donc, pour t'inscrire, marisoleilcordeau.com/amour-durable. Je peux mettre, si tu le souhaites, le lien dans le chat. Donc, c'est soit 4 paiements de 99 $, 68 € par mois, ou tu peux aussi faire un versement unique qui va te faire économiser un petit peu. Donc, c'est 347 $, à peu près 239 €. Alors, voilà! C'est ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport au programme. J'arrête le partage d'écran, je reviens et là, on passe aux questions. Là, j'ai des questions probablement sur Facebook, des questions ici. Si vous voulez m'aider, allez mettre vos questions, celles qui est avec moi sur Zoom, dans la boîte Q&R. Donc, je vais aller voir sur Facebook les questions. Marie-Hélène qui dit « Que faire quand l'autre décide du jour au lendemain que c'est fini et qu'il dit vouloir travailler sur lui avant de travailler sur le couple? » C'est sûr que c'est un gros choc, que c'est une situation qui n'est pas facile à vivre. Par contre, je pense qu'il aurait raison. Avant de penser travailler sur son couple, je pense que de travailler sur soi, c'est la bonne chose. Il y en a qui vont le faire tout en restant en couple, mais il y a des personnes qui ont besoin de prendre la distance. Quand tu n'es plus bien dans une relation, ben ça se peut que tu aies besoin de prendre une distance pour te retrouver comme personne. Alors, Marie-Hélène, ben, bon, je suis rendue que je déparle. Je t'encourage, c'est ça que je voulais dire, à faire la même chose de ton côté et vraiment mettre le focus sur toi et à prendre soin de toi. Et Lily qui dit « Que faire à distance malgré la complicité, l'empathie, les projets, bref, tout nickel, mais quand par moment l'autre dans sa vie, trop rempli, est un peu trop négligent et oublie un peu tes besoins et la communication malgré que tu exprimes. » Que tu t'exprimes. Ben, c'est clair, Lily, qu'à ce moment-là, là, c'est l'heure du soleil. Juste un instant. Bon. Qu'à ce moment-là, il y a un grand problème dans la relation. Alors, ce que tu dois faire, toi, à ce moment-là, si l'autre veut pas voir ce qui fonctionne pas, veut pas écouter, mais tu dois faire le bon choix pour toi, prendre la bonne décision pour toi. Je sais que ce n'est pas facile à faire, mais c'est tu as seulement du pouvoir sur toi-même, Lily. Alors, parfois, ça implique de devoir prendre une décision courageuse. Bon, là, il y a beaucoup de choses dans le chat. J'aurais dû vous dire dès le début de mettre vos questions toutes à la même place. Fait que, bon, je vais juste aller voir. Il y a quelqu'un qui m'écrit, Patricia. Merci Marie-Soleil, c'est très dur de couper cette relation qui au fond est toxique depuis 8 ans, mais il faut que je le fasse car je me dévalorise beaucoup, mais les peurs de l'après sont tenaces. Effectivement, c'est ce qui garde souvent les femmes prisonnières d'une relation toxique, hein. C'est la peur de la solitude, la peur de se retrouver seule, de vivre seule, de ce qui va ou ne va pas arriver par la suite. Bon.
Il y a Lucas qui dit « J'étais avec un homme avec qui le courant passait bien. Au bout de 2 semaines, je lui ai avoué qu'il me plaisait beaucoup. Il a mis fin à la relation en me disant qu'il ne se sentait pas prêt à vivre en couple. Une blessure de trahison dans sa relation précédente et un passé encore très présent pour lui. Je me suis attachée à cet homme et suis très déçue dorénavant. » Oui, il y a beaucoup d'hommes qui sont blessés, qui sont, je pourrais dire, traumatisés de leur relation précédente et qui ont peur de s'engager à nouveau, qui ont peur de revivre la même chose. Et c'est malheureux, mais ça ne fait pas d'eux de bons amoureux, là, de bons conjoints. Malheureusement, malgré toutes leurs belles qualités, il faut apprendre à identifier ces hommes-là rapidement, puis à arriver à se raisonner suffisamment, à s'aimer suffisamment pour passer son chemin. Il y a quelqu'un qui me dit, dois-je continuer dans une relation compliquée? Non. Une relation, il faut que ça soit simple, fluide, harmonieux. Si c'est compliqué, je veux dire, on va pas dans une relation amoureuse pour se pourrir la vie, pour être malheureux, pour faire des efforts, pour ramer, là. Ouf, c'est comme non, non. Une relation, quand on choisit bien la personne avec qui on est, ça peut être simple, fluide et harmonieux. Alex qui dit, elle s'est inscrite et commence lundi, super. Galaxy dit, bonsoir, je suis nouvelle, donc je voudrais savoir si une relation amoureuse au travail peut être toxique ou bien géniale, car en s'échange des regards, sourires, je n'arrive plus à comprendre tout ça. Les relations en milieu de travail. On passe beaucoup de temps au travail, fait que c'est sûr que ça peut être une place de rencontre intéressante. Le problème, c'est quand tout est beau, tout est rose, justement, il n'y a pas de problème, mais c'est quand ça ne marche plus que là, ça devient très difficile d'avoir l'autre dans la face chaque jour. Alors, je pense, en tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'éviterais, mais je peux comprendre celles qui vont de l'avant avec des relations dans le milieu de travail et je porte pas de jugement, mais je sais à quel point, pour avoir accompagné beaucoup de femmes en rupture, à quel point c'est difficile. Alors, je pense que si vraiment, là, j'étais convaincue que l'homme de ma vie, parce qu'il y a tous les critères que je recherche, tout concorde, qu'on est vraiment fait pour être ensemble, ben, je pense qu'il faudrait qu'il se passe un changement au niveau du travail. Puis c'est que c'est pas sain non plus de passer tout son temps avec l'autre. Donc, il y a cet aspect-là aussi à considérer. Bon. Il y a quelqu'un qui dit à quand un site de rencontre Marie-Soleil? OK, fait que là, c'est bon. J'ai fait le tour du chat. Je vais y aller maintenant dans les questions qui sont dans la boîte. Questions-réponses. Question de Mylène. Donc, lorsqu'on commence une relation, il faut être bien dans sa tête, si j'ai bien compris. Ne rien attendre et ne rien devoir à son partenaire, vivre cela comme un cadeau, exactement. Puis je dirais pas juste être bien dans sa tête, être bien dans son cœur aussi. Très, très, très important. Et ne rien attendre et ne rien devoir à son partenaire, dans un monde idéal, ça devrait être ça. Mais pour en arriver là, je dirais qu'il y a un grand cheminement spirituel à faire que je n'ai pas fait encore, mais je le fais. Donc, j'irai pas jusqu'à dire ne rien attendre. C'est certain qu'on attend quelque chose de l'autre. Mais, comment je pourrais dire, quand on choisit bien, son amoureux, on va le choisir pour qui il est. Donc, on va apprendre à le connaître, puis on va voir
quelles sont ses forces, ses faiblesses, puis qu'est-ce qui est réaliste d'attendre de l'autre aussi, puis est-ce que ça me convient, ça? Puis à partir du moment où je dis oui, c'est bon pour moi, ben effectivement, à ce moment-là, ben, ne rien attendre là s'applique. Est-ce que ça fait du sens? Relation amoureuse, ça, j'ai répondu. Marie, pourquoi malgré la frustration, on continue toujours la relation? On n'arrive pas forcément à vouloir changer et pourtant je vois bien que ça ne m'épanouit pas. C'est à cause de toutes les peurs que tu imagines, de toutes les peurs en lien avec ne plus être dans la relation. Ça se peut aussi que tu aies une affection sincère pour l'autre, mais il y a c'est beaucoup de la peur qui fait que tu continues dans la relation parce que la souffrance que tu éprouves ou le non-épanouissement, c'est du connu pour toi. Tu vis ça chaque jour. Et il y a quelque chose de très confortable dans le connu. Alors, entre le connu confortable, souffrance habituelle, versus inconnu, je ne sais pas ce qui va m'arriver dans l'inconnu. Ça peut être gros, là, tout ce qu'on s'imagine que ça pourrait être l'inconnu de pas bon pour soi, ben on préfère le statu quo. Oui, on n'est pas bien, on n'est pas épanoui, mais c'est beaucoup moins épeurant que l'inconnu. Est-ce qu'une relation sex-friend est toxique? Ça dépend, ça dépend des partenaires. Est-ce que les deux partenaires sont conscients et ont accepté librement d'être dans ce type de relation-là, ou s'il y a une des deux personnes qui, dans sa tête, se dit bon, c'est ça qui est prêt à m'offrir, c'est mieux que rien. Il va apprendre à me connaître, il va voir à quel point je suis une perle. Il pourra plus se passer de moi, il va tomber amoureux de moi, puis ça va pouvoir déboucher sur une belle relation. Ça, c'est toxique. Mais j'ai vu des relations où les deux personnes se sont dit, garde, on se plaît, mais c'est pas c'est pas quelqu'un comme ben, c'est pas quelqu'un comme toi. Je le dirais pas comme ça, mais dans un des cas, par exemple, il y avait une différence d'âge entre les deux. Puis l'homme voulait fonder une famille, la femme, c'était derrière elle. Donc, c'était clair que cet homme-là et cette femme-là n'étaient pas faits pour aller ensemble, mais ils se l'étaient dit et ils ont décidé, tu sais, de profiter ensemble du moment en attendant que l'un ou l'autre rencontre quelqu'un. Alors ça peut être sain. Une blessure durant l'enfance, inceste, malgré un travail sur soi, peut-elle se reproduire indéfiniment dans ses relations amoureuses? Je, Dernièrement, j'ai accompagné en individuel une femme qui avait été victime d'inceste dans son enfance, qui avait fait beaucoup de thérapie et pendant le coaching, c'est ressorti cette histoire-là et elle a pris conscience à quel point c'était comme c'était comme un éléphant là, dans sa vie amoureuse, à quel point ça l'handicapait ou ça la limitait. Mais à ce moment-là, je pense qu'elle était prête à libérer ça. Et elle a pu, c'est ça, le mettre derrière elle, vraiment régler, fermer ce livre-là et s'ouvrir à autre chose. Donc, je ne pense pas que ça va nécessairement se reproduire indéfiniment, Isabelle, mais ça se réglera. Ça c'est peut-être pas, c'est pas parce que ça s'est pas réglé, par exemple, dans une thérapie que tu as fait dans le passé, complètement réglé, que ça ne va jamais se régler.
C'est ce que j'aurais envie de te répondre là-dessus. Il y a Aïssa sur Facebook qui me demande est-ce qu'il faut émettre de la distance avec certaines personnes? Certainement. Certainement, les personnes toxiques, les personnes qui ne sont pas dans le partage, que ce soit des relations amoureuses ou des relations d'amitié ou même des relations de travail, de collègues, entre collègues, on n'est pas obligé de garder des gens toxiques dans notre vie. Alors oui, de mettre une distance avec des personnes qui sont pas bonnes pour nous. Puis quand je dis pas bonnes, là, qui nous font pas de bien et au contraire, qui nous nuisent ou qui nuisent à notre épanouissement, à notre estime, oui, ça vaut la peine de mettre de la distance. Alors, je pense que j'ai fait le tour des questions. Alors, je fais un dernier appel question. Est-ce qu'il y a... Ah oui, je suis en train d'oublier. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé ses questions par courriel. Alors, réfléchissez à vos questions. Si vous en avez, écrivez-les dans la boîte de questions ou sur Facebook en dessous de la vidéo. Donc, bonjour Marie-Soleil, j'ai une liste de questions. OK, question 1. Comment savoir quand on rencontre si c'est l'homme parfait pour nous? On ne peut pas le savoir instantanément. Connaître quelqu'un demande du temps. Donc, critère numéro 1, en fait, oui, c'est ça, pas critère numéro 1, mais chose numéro 1 à faire, se donner du temps. Souvent, on est trop pressé en début de relation, on s'emballe, on perd la tête, alors que faudrait garder la tête un petit peu froide, ne pas perdre son meilleur intérêt de vue, donc prendre le temps de connaître l'autre, être attentive aux signaux d'alarme. Parfois, on ne veut pas les voir, mais quand on veut être heureuse en amour, parce qu'il y a une différence entre vouloir être en amour et vouloir être heureuse en amour. Quand on veut être heureuse en amour, on se donne les moyens. Donc, il faut prendre le temps de connaître l'homme, de voir s'il correspond à ce qu'on recherche, à ce qu'on a envie de vivre en couple et s'assurer que c'est quelqu'un de bien, de bienveillant, de respectueux, un peu ce qu'on a vu aujourd'hui au niveau de la relation saine. Deuxième question, après combien de temps peut-on être ami avec un homme et après passer à l'étape de la relation amoureuse? Aucune idée. Je donne pas de timing. Chaque relation est unique, chaque personne est unique. L'idée, là, c'est que la relation va se construire petit à petit, va se construire de façon fluide si les deux personnes sont vraiment intéressées sur la même longueur d'onde. Donc, la progression va être naturelle. Si c'est compliqué, si tu as l'impression d'être dans l'attente, toi, tu voudrais, mais l'autre veut pas, vous n'êtes probablement pas sur la même longueur d'onde. Et donc, si tu sens que ça avance pas, tu as cette intuition-là, en tout cas que pour toi, ça avance pas, ben écoute ça. C'est peut-être un signe que l'autre n'est pas prêt, qui est juste prêt pour une amitié, mais qui n'est pas prêt à s'engager, qui veut pas, qui a peur, que sais-je. Mais il n'y a pas de timing, malheureusement. Ça serait le fun, je le sais que ça serait le fun d'avoir une petite charte à suivre, là. OK, on se fréquente tant de temps, on fait, je sais pas moi, tel nombre de rendez-vous. Après ça, il se passe, ça serait super s'il y avait ça, là. Je sais que ça sécuriserait beaucoup d'entre vous. Malheureusement, ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On apprend à se sécuriser soi-même, à devenir solide à l'intérieur de soi pour être capable d'évoluer sainement dans ce processus-là. 3. Est-ce que c'est correct d'aimer un homme qui fait partie d'une autre tranche d'âge, un homme plus jeune que nous? Ben oui, c'est correct.
Puis je serais bien mal placée de dire tu peux faire ci, tu peux pas faire ça. Je pense que ce qu'il faut, c'est que toi et lui, vous soyez bien avec ça. Point. Puis que vous ayez réglé toutes les peurs ou les croyances que vous avez tous les deux en lien avec ça. Parce que sinon, ben, je veux dire, je vois rien qui peut empêcher ça. Si vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous êtes rendu à la même place dans votre vie, que vous voulez les mêmes choses, l'âge, c'est pas l'âge, ça reste l'âge. C'est beaucoup plus ce qu'on associe à l'âge qui est important. Dans le sens que, je sais pas, moi, j'ai quelqu'un de 65 ans qui est prêt à sa retraite, mais qui aimerait justement profiter de sa retraite, voyager avec son amoureuse, mais son amoureuse, je sais pas, moi, aurait 45, disons. Et est encore dans une période de sa vie active, travaille beaucoup, tout ça. Ben, le problème, c'est pas l'âge, c'est que les deux sont pas à la même place dans leur vie. Voilà. Mathilde, que pourrais-tu dire pour m'encourager à repousser une relation toxique malgré que ça clique beaucoup? Hmm. Je te dirais, Mathilde, de prendre pour toi. Deviens ta meilleure amie. Prends pour toi. Protège-toi. C'est toi la personne la plus importante. Alors, ne te sabote pas. Ne te fais pas du mal volontairement. Commence ici maintenant à être ta meilleure amie, à te traiter avec toute l'importance, toute la considération avec laquelle tu voudrais qu'un homme te traite. Apprends à t'aimer, donne-toi le temps, fais le travail de trouver l'amour durable. De toute façon, moi j'ai la croyance, les filles, que c'est pas possible, que tu sais, que vous pouvez pas, là, aucune d'entre vous, passer à côté de l'homme qui est fait pour vous, de l'homme de votre vie, là. Enlevez-vous ça de l'idée, là. Je veux dire, l'homme, si t'es si t'es pas disponible au moment où cet homme-là passe, mettons, dans ton entourage, il va revenir. Moi, j'ai cette croyance-là. L'opportunité va revenir. La vie est pas mal faite de même, là. Donc, on se calme le pompon, on prend notre temps, on fait le travail qu'on a à faire sur soi, sachant que les opportunités ou l'opportunité va se représenter, c'est sûr. De toute façon, si tu as le moindre doute que ça puisse être toxique, oui, tu vas peut-être vivre quelque chose de très exaltant dans les premières semaines, mais ça va être très destructeur pour toi à la longue. Alors, prends pour toi, Mathilde. C'est mon meilleur conseil. Pourquoi des rencontres répétitives avec des hommes non libres? Deux explications à ça. Oh, Véronique, bravo, tu viens de t'inscrire au programme. Génial, super. Yes. OK, je reprends mon fil. Désolée, je reçois des alertes quand ça arrive sur mon téléphone. Donc, les hommes non libres, oui. Donc, les hommes non libres. OK, oui, puis là, j'avais mal compris, j'avais mal compris la question non libre, pas dans le sens qui veulent pas s'engager, mais qui veulent pas s'engager parce qu'ils sont pas libres. Pourquoi tu tombes toujours sur ces hommes-là?
je te dirais, là, puis bon, c'est une hypothèse, bien sûr, ça va être à valider, parce que, bon, Isabelle, je ne te connais pas personnellement, mais il y a de bonnes chances que, que tu aies peur, qu'il y ait une partie de toi qui ait peur de l'engagement. Ça peut être une hypothèse, que ça soit ça, qu'il y ait une partie de toi qui ait peur. Par exemple, je ne sais pas moi, rejet, abandon. Donc, d'être avec un homme non libre, ben, c'est une façon de te protéger de ça parce que tu sais que la relation ira pas plus loin. Fait que ça peut être une hypothèse. Une autre hypothèse, c'est que ça se peut que tu aies des croyances à l'intérieur de toi par rapport à ton aimabilité, là, cette idée de dire oui, je suis quelqu'un d'aimable, donc tu crois que tu n'es peut-être pas suffisamment aimable ou que tu ne mérites pas vraiment d'être aimé d'un homme ou que tu as un regard assez négatif sur toi, donc tu crois ne pas mériter mieux que ça. Ça se peut. Tu peux aussi reproduire un schéma de ton enfance. Par exemple, ton père était un homme distant ou pas très affectueux ou très démonstratif ou peut-être pas présent. Et toi, quand tu étais petite, t'essayais d'aller chercher son amour, son attention. Et là, ben, à l'âge adulte, tu répètes ça. Donc, tu choisis des hommes, soit qui ne veulent pas s'engager ou qui sont pas libres parce que tu dis, c'est la petite fille en toi qui se dit, ben là, je vais y aller chercher l'amour de mon père qui reproduit ce schéma inconscient-là. Fait qu'il y a plusieurs pistes comme ça. Je t'encourage à les explorer. Puis voir qu'est-ce qui ressort de ça. Mais beaucoup le dialogue avec toi-même, de te poser, de rentrer à l'intérieur de toi, puis d'aller voir qu'est-ce qui est là, va certainement t'aider à trouver des réponses. Voilà, voilà. Est-ce que j'aurais fait le tour? Du côté Zoom, oui. Du côté Facebook, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que c'est obligatoire de changer de ville? Ben, il n'y a rien d'obligatoire dans la vie, là. Puis, en fait, hein, puis je trouve que c'est intéressant à ça comme question de dire, mais est-ce qu'il faut que je change de ville pour mettre de la distance entre moi et quelqu'un? Pas nécessairement, dans la mesure où le jour où toi, là, tu vas arrêter d'accorder de l'importance à cette personne-là, le jour où tu vas arrêter d'être atteinte parce que l'autre fait ou fait pas, dit ou dit pas, tu n'auras plus du tout la même perspective ou la même perception sur la situation. Ce que tu vois, là, ça se passe ici. Fait que si tu changes ça, ben, tu vas changer ta réalité, en fait. Puis, oh, Isabelle, génial, bravo Isabelle, bienvenue dans Trouver l'amour durable, super. Donc, ben oui, ça me fait plaisir, ça me fait toujours plaisir, puis ça me touche à chaque fois qu'une femme dit oui, je me lance, je transforme ma vie amoureuse, ça vient me chercher, ça vient me toucher. Je pense qu'il n'y a pas, je veux dire, la vie amoureuse, c'est tellement une partie importante de la vie, ça n'a pas de bon sens. Toute la souffrance qu'on vit en amour, toute la souffrance qu'on s'inflige. Alors, oui, ça me touche, puis je suis vraiment contente quand vous faites ce choix-là, quand vous pouvez le faire. Je sais que c'est pas tout le monde qui a les moyens financiers, malheureusement, mais c'est un investissement durable que vous faites en vous. Puis, en tout cas, je trouve ça merveilleux, vraiment merveilleux. Puis avec tout ça, ben, j'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je suis en train Ah oui, je parlais de notre réalité, hein, qu'on a le pouvoir de changer. À partir du moment où
on travaille nos croyances à l'intérieur de nous parce que souvent, ce qu'on voit, ça vient de nos pensées. Nos pensées viennent des croyances qui sont ancrées à l'intérieur de nous. Puis quand, justement, on arrive à libérer ces croyances-là qui sont fausses ou qui sont pas vraies, ben, la réalité est tout autre. Fait que tu peux, à ça, avoir le même résultat en faisant ce travail-là qu'en déménageant. Le déménagement, ça va être un résultat temporaire dans le sens que la situation que tu vis actuellement, tu vas la reproduire parce que tu portes toujours les mêmes croyances à l'intérieur de toi. Fait que oui, parfois dans la vie, la fuite, ça peut être une bonne option. Dans le sens que des fois, là, on se dit non, là, ça, c'est comme juste trop gros, là. Je ne sais pas par quel bout prendre ça, comment dépasser ça. Là, pour ma survie mentale, je vais prendre la fuite. Mais sachant que ça va revenir. Il va y avoir une autre, tu sais, la vie va te mettre une autre opportunité de dépasser ça plus tard. Fait que c'est temporaire, ça va régler le problème temporairement. Puis tu sais, si pendant ce temporaire-là, tu te dis, crime, là, j'ai réglé, je ne l'ai plus dans ma vie, je ne l'ai plus dans ma face, ça va mieux, mais je vais le faire, ce travail-là sur moi, je vais aller les visiter, mes croyances, je vais aller les libérer, ben, ça ne se reproduira peut-être pas, on s'entend. Il y a de bonnes chances que ça ne se reproduise pas. Mais j'espère que tu comprends, Aïssa, ce que je veux dire. C'est que on rencontre pas les gens par hasard. Pour moi, le hasard n'existe pas. À partir du moment où quelqu'un croise ma route, que ça soit positif ou négatif, elle n'est pas là par hasard. Puis si il se passe quelque chose de négatif, c'est probablement un signe que j'ai quelque chose à comprendre de ça, peut-être quelque chose à dépasser. J'essaie, moi, de voir ça comme une belle opportunité que la vie me donne. Puis justement, à ce moment-là, j'en vis une situation difficile comme ça, que justement, que la personne apparaît à différents moments, puis là, je fais comme, OK, Mère Soleil, là, il faut que tu règles ça, là. Fait que c'est pas confortable, c'est pas facile, mais je me dis, OK, on va aller voir qu'est-ce qui est là. Puis je prends un moment, puis je regarde à l'intérieur de moi qu'est-ce qui passe, puis là, des choses qui montent. Là, crise de larmes, je me dis, OK, je suis au bon endroit, j'ai touché quelque chose. Puis je me dis, c'est merveilleux parce que j'y fais face, puis je vais me libérer de quelque chose pour toujours, puis ça reviendra plus. Jamais. Yeah! Fait que je vois ça comme ça. Mais bon, je suis très, très hors sujet, là. On est rendu loin. Puis vous allez voir que dans Trouver l'amour durable aussi, je partage ça. J'essaie d'être le plus authentique possible aussi pour vous amener ailleurs, bien sûr. Tu sais, il y a le programme, mais j'essaie aussi de donner un petit plus par rapport aussi à là où j'en suis, moi, dans mon cheminement. Donc, c'est ce que je fais surtout pendant les webinaires live. Donc, voilà. OK. Alors, Véronique qui dit trop contente de rejoindre le programme. Cela fait 1 an que je voulais. Donc, c'est un beau cadeau de Saint-Valentin. Isabelle, entre faire un cadeau à un tocard et me faire ce cadeau de Saint-Valentin, mon choix est vite fait. Yes. Et Aline qui dit merci beaucoup, Marie-Soleil, d'être toi. Ça fait du bien. On est là exactement où nous devons être. C'est tellement ça. Alors, je pense qu'on va conclure là-dessus. On est toujours exactement là où on doit être. Et à partir du moment où vous allez voir la vie comme ça, votre vie va changer. Et si il vous manque d'outils pour être toujours là où exactement vous devez être, que vous dites Kim, c'est pas facile, ben joignez-vous à moi puis à toutes les femmes du programme Trouver l'amour durable. Équipez-vous, outillez-vous. Ça va me faire plaisir de transmettre mon coffre à outils et vous permettre d'abord d'être totalement bien avec vous-même et ensuite
de vivre cette relation épanouissante et durable avec un homme. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je vous embrasse toutes. Bonne Saint-Valentin. Comme une des participantes a posté dans le groupe sur Facebook, elle a posté une photo d'une femme qui se fait un câlin. Alors, si vous êtes seul à la Saint-Valentin, faites-vous toutes de gros câlins à vous-même. C'est comme ça que ça commence. C'est ce qui va vous mettre en route vers une relation durable. Bye bye tout le monde!